Les principaux problèmes du monde sont le résultat de la différence entre le fonctionnement de la nature et le fonctionnement de la pensée humaine. Gregory Bateson. Il était une fois un monde dans lequel nos ancêtres vivaient dans des tribus de chasseurs-cueilleurs nomades qui tentaient tant bien que mal de survivre dans une nature féroce. Puis, un beau jour, vint la révolution agricole. En se sédentarisant, Homo sapiens allait changer sa vie pour le meilleur et enfin s'affranchir des lois impitoyables de la nature. Alors bon, il y a du vrai et du faux dans cette introduction un petit peu caricaturale. Certes, la révolution agricole a été l'une des étapes clés de notre évolution en tant qu'espèce et nous a en partie permis de dominer la nature. Mais tout n'a pas été rose dans cette transition, loin de là. La révolution agricole est parfois romantisée alors qu'elle n'a pas forcément augmenté la qualité de vie de nos ancêtres. Cette révolution est même considérée par le scientifique Jared Diamond comme la pire invention de notre histoire. Par exemple, la transition vers l'agriculture aurait été accompagnée d'une dégradation très forte de la santé de nos ancêtres. The farmers were riddled with problems. There was an increase in degenerative conditions of the spine, signifying too much strenuous physical labor, a 4 times increase in iron deficiency anemia, a 3 times increase in bone lesions, signifying a plethora of infectious diseases. Par exemple, les premiers fermiers souffraient souvent de malnutrition. With the rise of farming, we also saw the rise of starchy crops, wheat, rice, and corn. Now that in and of itself isn't necessarily bad, but when that's the only or primary thing you eat, you'd miss out on many amino acids, vitamins, and nutrients that are incredibly beneficial. Selon un chercheur, l'espérance de vie à la naissance dans les communautés pré-agricoles était d'environ 26 ans. Mais dans la communauté post-agricole, elle était de 19 ans. La révolution agricole a également augmenté la taille des groupes et la promiscuité de ses membres, ce qui avait tendance à faciliter la transmission de maladies. Il y avait aussi des risques accrus de famine dus au manque de diversité des cultures. Si une seule culture ne poussait plus, eh bien ça pouvait être échec et mat pour l'ensemble de la communauté. Avec la révolution agricole, on observe l'une des premières conséquences de la technologie sur l'humain et sur l'environnement. Mais au-delà de la fragilisation du système, l'agriculture, en suroptimisant le surplus calorique, a également modifié en profondeur les valeurs de nos ancêtres. Comme on l'a vu dans le premier épisode de la série Moloch, l'adoption de la charrue aurait pu bouleverser les rapports que l'on entretenait avec les animaux. La survie a prévalu sur les valeurs animistes qui existaient à l'époque. En apprenant à dompter la nature et les autres formes de vie, nous en sommes petit à petit extraits. Comme si la nature était une entité extérieure à nos vies, alors qu'avant, elle n'existait même pas. La nature, c'est une totalité, c'est une abstraction. Cette croyance dans une nature extérieure et dominée par les humains, c'est ce que l'anthropologue Philippe Descola a nommé le naturalisme. On peut le résumer, si on peut dire, par le fait que c'est l'existence de la nature. C'est de croire en l'existence de la nature, c'est-à-dire croire en l'existence d'une totalité de non-humains vis-à-vis de laquelle les humains sont dans une position de surplomb, d'extériorité, de sorte que la nature devient un système de ressources, un objet d'investigation. Dans de nombreuses régions de la planète, humains et non-humains ne sont pas conçus comme se développant dans des mondes incommunicables et selon des principes séparés. L'environnement n'est pas objectivé comme une sphère autonome. Les plantes et les animaux, les rivières et les rochers, les météores et les saisons n'existent pas dans une même niche ontologique définie par son défaut d'humanité. Au fil du temps, la nature est devenue un objet concret plutôt qu'une chose abstraite. Cette transformation d'une chose abstraite comme la nature en un objet concret, c'est ce qu'on appelle la réification. In the most general sense, reification can refer to the creation of a construct, a theoretical or explanatory model that is not in itself directly observable. Since we rely on such constructs to interpret reality, it's easy to commit the fallacy of reification, mistaking an abstract model for a real thing. Mais la révolution agricole n'était qu'une première étape dans ce processus de réification. Si l'agriculture traditionnelle nous a permis de domestiquer notre environnement, la technologie ne nous avait pas encore permis de nous rendre maîtres du temps. Mais patience, cela allait bientôt changer. This much. This
stopwatch. On date parfois l'invention de l'horloge mécanique à l'année 1370 à Paris. Ce fut une nouvelle fois une révolution technologique. L'horloge a d'abord été utilisée dans les monastères pour réguler la vie des prêtres. D'un coup, le temps ne s'écoulait plus de manière fluide, comme l'eau d'une rivière, mais de manière mécanique. D'une idée abstraite, il était devenu un objet concret. Selon le grand penseur de la technique Lewis Mumford, en réifiant le temps, l'horloge a dissocié le temps des événements humains et a contribué à faire croire à un monde indépendant de séquences mathématiquement mesurables, le monde particulier de la science. L'horloge a ainsi eu un impact profond sur nos modes de vie. On mangeait non pas quand on avait faim, mais quand l'horloge l'y invitait. On dormait non pas quand on était fatigué, mais quand l'horloge le sanctionnait. Une conscience du temps généralisée a accompagné l'utilisation plus large des horloges. Mais la démocratisation de l'horloge a également eu un impact profond sur nos mentalités et nos valeurs. Dans son livre The Shallows, l'auteur Nicholas Carr explique. En rappelant continuellement à son propriétaire le temps utilisé, le temps passé et le temps perdu, l'horloge est devenue à la fois propulseur et clé de la réussite personnelle et de la productivité. En étant mesuré mécaniquement, le temps a été un stimulant majeur pour l'individualisme, qui était un aspect de plus en plus saillant de la civilisation occidentale. Le temps était devenu divisible, composé d'heures, de minutes et de secondes. Petit à petit, notre esprit a épousé ce paradigme. Nous avons commencé à voir, dans toutes choses et phénomènes, les pièces qui composaient le tout. Puis, nous avons commencé à voir les pièces dont les pièces étaient faites, jusqu'à devenir nous-mêmes les pièces d'une machine plus grande que nous. Puisque sans l'horloge, le capitalisme tel qu'on le connaît n'aurait jamais pu exister. Richard Arkwright est parfois considéré comme le premier capitaliste technocrate. On dit parfois que c'est lui qui a mis au point le système de l'usine en mécanisant la production. Dans son livre Technopoly, l'essayiste américain Neil Postman explique. Dans ses ateliers de filage du coton, Arkwright apprenait aux ouvriers, pour la plupart des enfants, à se conformer à la célérité régulière de la machine. En 1806, un autre industriel, Edmund Cartwright, révolutionne l'industrie textile en introduisant le métier à tisser mécanique. Les ouvriers qualifiés sont virés, ils sont remplacés par des travailleurs dont le seul objectif est de faire fonctionner les machines. Cette industrie des machines-outils se développe massivement à partir des années 1850. Pendant cette deuxième moitié de siècle, les inventions sont très nombreuses. Presse rotative, machine à écrire, téléphone, etc., etc. Mais cette effervescence créative est également accompagnée d'un changement de culture. Commence à naître l'idée que si une chose est possible, alors elle doit être réalisée. Et en même temps, selon Neil Postman, se développa la croyance profonde en tous les principes qui font le succès d'une invention. Objectivité, efficacité, expertise, standardisation, mesure et progrès. En 1911, l'ingénieur américain Frederick Taylor publie son fameux essai « L'organisation scientifique du travail ». L'objectif de Taylor était d'augmenter l'efficacité des usines en accélérant le rythme de travail pour créer une production de masse. En bref, quelques principes fondamentaux du Taylorisme. Le principal but du travail et de la pensée est l'efficacité. Les calculs techniques sont en tout point supérieurs au jugement humain, source de négligence, d'ambiguïté et d'inutile complexité. La subjectivité est un obstacle à la pensée limpide. Et enfin, ce qui ne peut être mesuré n'existe pas ou n'a aucune valeur. Dans cette vision particulière du travail, les ouvriers sont chronométrés pour augmenter leur efficacité. Le temps dévolu à ces tâches est évalué scientifiquement. C'est la loi du chronomètre. Il impose une même norme pour tous et empêche ainsi les tirs au flanc de stigmatiser les ouvriers zélés. Mais l'une des conséquences du Taylorisme, c'est qu'il s'en retrouve déshumanisé. Mais ce système n'en a rien à faire de la dignité humaine. Ce qui compte, c'est l'efficacité. Inspiré par le modèle de Taylor, Henry Ford crée un peu plus tard la production à la chaîne, qui inspirera notamment les temps modernes de Charlie Chaplin. Selon Neil Postman, ces événements marquent le début d'une nouvelle ère dans l'évolution culturelle de notre espèce. C'est ce qu'il appelle la technopolie. La technopolie est autant un état d'esprit qu'un stade culturel, qu'on pourrait dater au début du Taylorisme. La technopolie est une révolution culturelle qui postule que le progrès technique est la solution à nos problèmes les plus profonds. Dans cette culture, la société fonctionne mieux si l'humain est au service de la technologie. La technopolie participe à la réification du monde, dans le sens où elle transforme des choses abstraites en objets concrets et mesurables.
à l'image des ouvriers qui travaillent dans les usines. Comme dans le taylorisme, tout ce qui ne peut pas être mesuré, soit n'existe pas, soit n'a aucune valeur. Alors certes, cette révolution culturelle a été progressive, mais elle est tellement importante qu'elle est considérée par certains comme le début d'une nouvelle civilisation. Par exemple, dans le roman Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, ça n'est pas la naissance de Jésus qui fixe le début du calendrier, mais plutôt celle du Fordisme. Mais alors que cette association entre technologie et capitalisme prend une place de plus en plus importante dans notre société, elle marche sur les plates-bandes d'une grande oubliée. La nature. La technique a artificialisé l'espace naturel avec l'agriculture, le cycle du soleil avec l'horloge, et maintenant se met à artificialiser l'humain lui-même, qui se voit dépourvu de son autonomie et de sa dignité. Stop right now, or you're fired! Get over here now. Mais encore une fois, dans la technopolie, seule l'efficacité compte. Les concepts moraux de péché et de mal disparaissent, ne pouvant ni être mesurés, ni objectivés, ni traités en conséquence par des experts. We're supposed to help people. We're supposed to help our people, starting with our stockholders, Bob! La mesure devient donc progressivement la nouvelle étoile du berger de la technopolie. L'objectivité des chiffres va progressivement prendre le pas sur la subjectivité du monde. A company It's like an enormous clock. is like an enormous Yes, precisely. It only works if all the little cogs mesh together. Ce paradigme va se répercuter sur tous les pans de la société. En voici quelques exemples. The least common blood type is A, B, B, A, C, A, B, D, O, 10 more seconds. Beaucoup d'entre nous ont vécu et perçu leur éducation à travers un système bien particulier, les notes. En 1792, William Farish, un tuteur de l'université de Cambridge, eut l'idée de noter ses élèves pour mieux les évaluer. Cette méthode, elle était entre autres inspirée de techniques qui étaient alors utilisées dans des usines, dans lesquelles on assignait une note au produit qui était confectionné. Par exemple, si le produit n'était pas bien réalisé, alors on pouvait diminuer la paye des travailleurs. Dans le système éducatif, les notes ont souvent permis d'augmenter l'efficacité des enseignants. Autrement dit, on pouvait évaluer les élèves plus rapidement. Mais le problème, c'est qu'en donnant une importance démesurée aux notes, on a fait la croix sur tout un tas de compétences moins mesurables, mais peut-être plus importantes. Je pense par exemple à l'esprit critique, qui n'est pas une compétence très simple à mesurer. Avec les notes, on a tendance à trop se focaliser sur le résultat, et pas sur le raisonnement qui a amené à ce résultat. Autrement dit, on se concentre beaucoup sur la fin, et pas sur les moyens. C'est d'ailleurs ce qui rend la triche aussi attrayante. Selon l'économiste Donald Campbell, les tests de rendement peuvent être de précieux indicateurs de réussite scolaire générale dans les conditions d'un enseignement normal, visant à compétence. Mais lorsque les résultats des tests deviennent l'objectif du processus d'enseignement, les deux perdent leur valeur en tant qu'indicateur du statut éducatif. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la loi de Campbell. La loi de Campbell explique que plus un indicateur quantitatif est utilisé pour la prise de décision sociale, plus il sera sujet à la pression de la corruption, et plus il sera susceptible de déformer et de corrompre les processus sociaux destinés à le surveiller. Au même titre que le taylorisme, le système de notes a contribué à imposer la technopolie comme la culture dominante de notre société. Toujours selon Neil Postman, l'idée de Farish qu'une valeur quantitative puisse être attribuée à la pensée humaine fut une étape importante vers la conceptualisation mathématique de la réalité. Si un nombre peut servir à évaluer la qualité d'une pensée, alors il peut tout aussi bien permettre d'évaluer des qualités esthétiques ou artistiques, des valeurs morales, des aspects comme la créativité, l'intelligence et même la santé mentale. Mais les notes ne sont qu'une facette du changement de paradigme qui a eu lieu dans l'éducation. Schools are still pretty much organized on factory lines, so ringing bells, separate facilities, specialized into separate subjects. We still educate children by batches. You know, we put them through the system by age group. Why do we do that? You know, why is there this assumption that the most important thing kids have in common is how old they are? L'efficacité industrielle est progressivement devenue la nouvelle boussole de l'éducation. Cette dernière est tombée sous le joug de la technopolie. Dans ce monde-là, les questions les plus fondamentales concernant l'éducation n'ont plus leur place. Well, why are we teaching people these things? And we should tell them probably why we're teaching these things. Because a lot of kids just in school kind of puzzled as to why they're there.
Et finalement, on retrouve dans l'éducation les mêmes conséquences néfastes que celles observées dans les usines. The problem in educational reform, what's backing the marketization and the privatization of education, what's backing the increasing use of psychotropics among school-aged kids, it mostly can be brought down to the testing infrastructure, and a lot of that can be brought down to what I just described. The need to put a price on what is priceless, right? And the need to quantify what has traditionally been unquantifiable. And one of the ways you do that is by measuring more of what used to not be measured. And we used to not even think about measuring. And now we measure everything that moves. Le système éducatif se met à récompenser tout ce qui est standard et à punir tout ce qui est différent. So the educational system is supposed to train people to be obedient, conformist, not think too much, do what you're told. Stay passive, don't cause any crisis of democracy, don't raise any questions. On voit encore à quel point la tyrannie de la mesure peut avoir un effet réducteur sur une chose aussi complexe que l'éducation. C'est aussi ce qui s'est passé avec la démocratisation du test de QI comme outil de mesure de l'intelligence. It had to do with the socio-political history of quantitative objectivity. Right? So this has to do with the use of numbers in the manipulation of people. Encore une fois, c'est ce processus de réification qui est à l'œuvre. So it's drastically oversimplifying. It's kind of like taking a complex ecosystem and giving it a single number, when in fact there are many things happening in the ecosystem which could be given different numbers. Comme avec la nature, nous prenons un système complexe comme l'esprit humain et le réduisons à un seul indicateur. Alors qu'évidemment, l'éducation ne peut pas être réduite à un seul chiffre. The fundamental question of education being, what is a good human? What does it mean to be good? I would argue is the fundamental question. What's the nature of a good life? Est-ce qu'on peut répondre à cette question grâce à des chiffres? D'une certaine manière, c'est ce que les réseaux sociaux tentent de faire. Is this heaven? Or is it just a white woman? A white woman's Instagram. White woman. A white woman's Instagram. Il y a quelques années, des plateformes comme Facebook ou Instagram ont donné l'opportunité à des milliards de personnes de mettre en scène leur vie et par la même occasion ont amplifié l'un de nos besoins les plus primitifs, le besoin de validation sociale. Aujourd'hui, ce besoin si fondamental est à la fois adressé et amplifié par l'une des inventions les plus brillantes de notre espèce, le like, Instagram. Après notre intelligence, la complexité de notre vie sociale a été réduite à un indicateur aussi futile qu'un petit cœur rouge pixelisé. Une nouvelle fois, le processus de réification est à l'œuvre. Social media, it reduces the human experience down to like metrics of how many likes I get, how many shares I get. Notre vie sociale est ainsi devenue esclave d'une société hyper connectée dont la quasi-totalité des interactions est encadrée par des entreprises technologiques monopolistiques qui exploitent la neurochimie fragile de milliards d'humains afin de maximiser le retour sur investissement d'actionnaires au portefeuille déjà bien épais. Beaucoup d'entre nous sont devenus obsédés par notre image sur les réseaux sociaux et nos vies sont devenues l'objet d'un narcissisme permanent. Dans ce clip satirique de Bo Burnham, une jeune femme chante sa vie à travers ses photos Instagram. Les images sont filmées dans un format carré, le format des photos Instagram. Un format qui semble réduire la complexité de la vie de cette femme à un mensonge dans lequel tout est paradisiaque. Mais ce qui est intéressant, au-delà d'être drôle, c'est au moment où le personnage dévoile ses véritables joies et ses véritables peines. It's been a decade since you've been gone. Mama, I miss you. I miss sitting with you in the front yard, still figuring out how to keep living without you. It's got a little better, but it's still hard. À ce moment-là, le format s'élargit, comme pour signifier que la vie de cette jeune femme est finalement bien plus complexe et bien plus profonde que ses posts Instagram ne veulent le laisser croire. Et en créant cette vie digitale paradisiaque, qu'est-ce que nous sacrifions? Pour certains utilisateurs addicts, les réseaux sociaux prennent tellement de place qu'ils prennent le dessus sur la vie réelle. Kids are like walking through this like meta virtual reality world. It's not that they think the world in their phone is real. It's they think the world in the real world is virtual. And I'm not just living moments, I'm planning moments to look back on them. On observe, à la manière du taylorisme, une forme de négation de ce qu'est la nature humaine. Petit à petit, nous devenons esclaves de nos technologies. Mais tout n'est pas noir pour autant. Dans cette affaire, il faut bien un gagnant.
Peut-être, je dis bien peut-être, que le seul point positif du like Instagram est le suivant. I'm talking about this. Puisque les likes Instagram créent de l'addiction et des données, et que c'est bon pour le business. Plus globalement, notre société cherche en permanence à générer de la richesse. C'est ce qu'on appelle la croissance. Pour un ministre comme Bruno Le Maire, Thank you, good evening. C'est même la boussole qui doit guider son travail. D'une certaine manière, le PIB est même l'indicateur de réussite principal d'un pays. Mais pour l'inventeur même de cet indicateur, on ne peut pas baser toute sa politique sur le PIB. Les objectifs qui cherchent à stimuler la croissance devraient spécifier plus de croissance de quoi et pourquoi. L'un des problèmes avec le PIB, c'est qu'il gonfle dès qu'une chose est mesurable, qu'elle soit bonne ou non. That gross national product counts air pollution and cigarette advertising and ambulances to clear our highways of carnage. It counts special locks for our doors and the jails for the people who break them. Mais surtout, les choses les plus importantes sont souvent celles qui ne se mesurent pas. It does not include the beauty of our poetry or the strength of our marriages, the intelligence of our public debate, or the integrity of our public officials. C'est le problème avec le PIB et l'argent en général. Money has no tangible value, right? It's you can't eat it, you can't build stuff with it. It's pure optionality token, but that has maximum liquidity, maximum fungibility for speed of optionality towards every other real type of value, but not every real type of value, because nothing that somebody wants on their deathbed can you actually buy with money. Only towards the types of value that can be extracted, quantified, and exchanged. But what that means is that there's a lot of types of real value we will destroy in the pursuit of this optionality value. Mais tout cela est sans importance dans la technopolie. Ce qui compte, c'est ce qui est mesurable. Et l'indicateur suprême reste l'argent. We don't give two shits about how technology works, because all we care about is getting fucking rich. Encore une fois, on observe le processus de réification, fondamentalement réductionniste, qui transforme la complexité de la société planétaire en un indicateur aussi étroit que le PIB. Capitalism are complicated reductions of the actual complexity of real life. It's the reductio that happens when you use money as a protocol for communications between individuals. So it reduces the complexity of diversity of values into a single signifier. En suroptimisant cet indicateur, on fait l'impasse sur tout le reste et on cause des dégâts incalculables à la planète. Because it was 100% for sure causing the destruction of the whole livable climate. Si le capitalisme était une voiture et que nous étions ses passagers, eh bien nous serions actuellement en train de nous diriger vers le bord d'une falaise. Mais dans cette voiture, nous n'appuyons pas sur la pédale de frein. A l'inverse, nous sommes en train d'appuyer sur la pédale d'accélérateur et tout ça sans changer de direction. Et cette pédale d'accélérateur, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est extrêmement efficace pour optimiser les choses mesurables. En ce sens, elle est une arme parfaite de la technopolie. Et elle a contribué à beaucoup de nos problèmes actuels. Par exemple, en cherchant à maximiser l'engagement et le temps passé sur les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle a eu tendance à mettre en avant les posts les plus clivants et à aggraver la polarisation politique dans le monde. Ça a donc contribué à la fragmentation de nos espaces informationnels et de notre réalité commune. Mais aujourd'hui, la démocratisation de l'intelligence artificielle générative pourrait avoir des effets encore plus graves, comme on l'avait vu dans l'épisode 2 de la série Moloch. Parce qu'en donnant à chaque individu ou chaque organisation la possibilité de faire à peu près tout et n'importe quoi sur Internet, l'IA, à l'image de l'ordinateur, fonctionne comme une extension du pouvoir humain, et comme l'arme ultime de la technopolie. That's what it is, right? It's quantitization. It's taking the continuity of the analog world, reducing it into some kind of digitized artifact, and then running some kind of finite state algorithms on top of it. L'IA va nous permettre de faire tout ce qu'on fait déjà, mais plus vite et mieux. C'est-à-dire les diagnostics médicaux, la vitesse de rédaction de nos mails, mais aussi l'extractivisme, la désinformation, la production d'armes, etc., etc. L'IA nous donne le pouvoir des dieux sans nous donner la sagesse des dieux. If you add something as fastly recursive and powerful as the increasingly generalized AIs that we have to an already misaligned superintelligence near the boundary points of breakdown, that's a problem. Autrement dit, elle nous donne une Lamborghini à la place de notre Renault Twingo sans pour autant nous faire changer de direction. Mais est-ce qu'on veut réellement aller plus vite si c'est pour continuer à foncer dans le vide? Alors, comment faire pour tourner le volant? La technologie nous a permis de dompter l'espace, le temps
et maintenant, elle est en train de nous dompter nous-mêmes. Alors que nous employons toujours plus d'indicateurs réductionnistes qui simplifient la réalité, nous faisons une croix sur tout ce qui n'est pas mesurable ou rentable. L'environnement, nos relations sociales, les questionnements éthiques et moraux, etc., etc. Dans une culture où la machine, avec ses opérations impersonnelles et répétables à l'infini, est une métaphore du contrôle, considérée comme l'instrument du progrès, la subjectivité devient foncièrement inacceptable. La diversité, la complexité et l'ambiguïté du jugement humain sont des ennemis de la technique. Ainsi, notre culture s'est soumise à la souveraineté de la technologie. Mais ce progrès technologique étant guidé par des logiques de profit, il n'a aucun impératif moral. Et alors que nous devenons nous-mêmes des robots dans un monde réduit à des chiffres, c'est notre conscience collective qui se fragmente. S'il y a bien quelque chose qui est en marche, c'est l'atomisation de la société. Mais le récit qu'a imposé la technopolie à notre société a l'allure d'une prison imaginaire dont on doit se débarrasser. L'humain n'est pas qu'un individu égoïste cherchant en permanence à optimiser son intérêt personnel. Sa nature est bien plus profonde, complexe et abstraite. Comme l'exprimait Einstein, un être humain est la partie d'un tout que nous appelons univers, une partie limitée dans le temps et l'espace. Il s'expérimente lui-même, ses pensées et ses émotions comme une chose séparée du reste, une sorte d'illusion d'optique de la conscience. Cette illusion est une sorte de prison pour nous, nous restreignant à nos désirs personnels et à l'affection de quelques personnes proches de nous. Notre tâche doit être de nous libérer nous-mêmes de cette prison en étendant notre cercle de compassion pour embrasser toutes les créatures vivantes et la nature dans toute sa beauté. Exxon at 86 1/4 6 months ago. Today it is trading at 36 1/2. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et à la partager au plus grand nombre. J'aimerais également remercier chaleureusement les premiers tipeurs de ma chaîne qui me sont d'une aide précieuse, puisque La Fabrique Sociale, c'est encore loin d'être une chaîne soutenable financièrement, sachant que je ne vis pas du tout de la publicité sur YouTube. Donc si vous pensez que mon travail mérite d'être prolongé, n'hésitez pas à me faire un don sur Tipeee, sachant que même les plus petits gestes comptent. Et si vous ne voulez pas manquer la suite, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Ciao ciao!